Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Comprendre ce régime, comprendre comment il a réussi à nous mener où nous sommes aujourd'hui, comment malgré l'impasse où il nous a mis, il continue de se comporter comme si rien n'était de sa faute, et comprendre comment, malgré son extrême nuisance, il continue de se comporter en sauveur. Comprendre tout cela nécessite de connaître ses méthodes. Certaines de ces méthodes, du moins, parce que pour toutes les énumérer, il faudrait y passer beaucoup de temps. En fait, ce régime n'a rien inventé. Il s'est contenté d'appliquer à ce peuple les méthodes ô combien éprouvées de la stratégie de manipulation des masses. Il est d'une importance capitale, je crois, pour nos sociétés, tout particulièrement celles qui sont sous la coupe de régimes mafiocrates, que de les connaître, ces méthodes, pour pouvoir les contrecarrer et ne pas se laisser enfermer dans des logiques de subversion de la pensée. En voici quelques-unes. La méthode de la diversion. C'est un bouquet de techniques qui consiste à détourner l'attention de l'opinion publique des véritables problèmes les plus cruciaux et qui sont toujours les conséquences de l'incompétence ou de la prédation du régime lui-même. Le but est de transformer le peuple en foule de badauds, de les dissiper par des divertissements abrutissants, de les plonger dans des clivages sociaux, ethniques, sociétaux, qui les occupent, qui les passionnent et vitrifient leur capacité à la penser. Une autre méthode consiste à créer des problèmes, de provoquer une clameur autour d'eux, de ces problèmes, et de les faire dégénérer en tragédie, puis de les régler. En Algérie, on appelle ça Mosjha, Yidbah ou Yahyi. Un exemple, comme cela vient de se passer il y a quelques jours. Déclencher des émeutes, y injecter des baltagias pour s'y livrer à des actes de violence et provoquer par conséquence, et par la voie des médias et des intellectuels relais, la réprobation générale contre tous les manifestants sans discernement. Puis, profiter du climat général pour procéder à des arrestations de tous ceux qui avaient été repérés avant les émeutes comme éléments qui menacent le régime. La méthode du dégressif et du différé consiste à mettre en place un climat. Quand des mesures impopulaires, souvent induites par la mauvaise gouvernance, s'avèrent incontournables ou imposées par la crise ou par les institutions financières internationales, le régime recourt souvent à la menace du pire, en faisant en sorte de faire croire que si cette mesure n'est pas appliquée, le pays se trouverait dans la pire des situations, en faillite totale, par exemple. Et dans le même temps, les mesures sont saucissonnées, de façon à être appliquées par phases progressives, pour imprégner doucement les populations et les habituer aux effets de la nouvelle situation. Il y a aussi la méthode débilitante, qui consiste à s'adresser aux gens comme s'ils étaient des enfants, qui ne réagissent qu'à certains stimuli et pas à d'autres, et par là créer un état d'esprit général où même les esprits critiques, les esprits qui refusent de se laisser débiliter, sont enfermés dans une perception générale qui ne leur permet ni d'évoluer, ni de dénoncer, ni même de s'exprimer de façon audible. Il y a aussi le recours à l'émotionnel.
Chaque société réagit à des stimuli émotionnels qui lui sont propres, qui lui ont été greffés et qui, à la longue, deviennent très sensibles, particulièrement perméables à la persuasion de masse. Ces dispositions collectives et inconditionnées oblitèrent toute capacité à la réflexion, au rationnel. Le meilleur exemple, en Algérie, on est le recours à la mémoire des Chouhada, à la main étrangère, au harki, à l'influence d'officines néocoloniales, la supposée menace marocaine, etc. C'est l'une des méthodes les plus utilisées par le régime. Il y a aussi la méthode de la rétrogradation civique et culturelle. C'est aussi une méthode privilégiée du régime algérien, qui a usé délibérément de la dévastation du potentiel naturel de toute société d'aller vers plus de savoir, plus de civisme, plus de politisation. La méthode consiste à abrutir les gens, à neutraliser les élites intellectuelles ou à les corrompre, à se les rallier, à dévaster le potentiel universitaire, à faire du citoyen un consommateur compulsif, à créer entre les citoyens une émulation malsaine pour l'étalage des richesses, des privilèges. Il y a aussi la méthode de la déchéance, qui est l'une des pires qui soit parce qu'elle recherche à extirper de la société toute aspiration à l'élévation, à la spiritualité, à la dignité humaine, qui deviennent dès lors des vertus pour ringards. C'est pousser les gens à se marcher dessus, à mépriser toute personne qui ne sait pas marcher sur la tête des autres, pour avoir sa part. C'est provoquer la curée générale des foules autour des miettes qui leur sont consenties, et par la même occasion, faire passer ceux qui ne s'y précipitent pas de jiyeh, de mouchkavz. Cette méthode, froidement exécutée, dans les régimes les plus primaires et les plus brutaux, consiste à dégrader l'image de l'intellectuel, du méritant, voire même de transformer l'honnêteté en tare, en handicap social. Il y a aussi la méthode du miroir, qui consiste à inciter les foules à identifier toutes leurs valeurs dans des phénomènes de représentativité, qui donnent du sens à leur besoin de se sentir meilleurs que les autres, a fortiori meilleurs que les meilleurs, pour se donner de la fierté, ou alors, au pire, meilleurs que les pires, pour se rassurer de ne pas être en dessous de tout. C'est le cas de l'engouement des gens pour leur équipe de football, et encore plus pour l'équipe nationale de football. Ce n'est pas pour rien que le régime investit beaucoup d'argent et d'efforts de toutes sortes pour encourager cette passion. Elle sert de défouloir pour les foules et de puissant outil de récupération pour le régime qui fait en sorte de recueillir et de s'approprier les fruits de cette rencontre lorsqu'ils sont positifs. Après leur avoir donné tous les attributs du nationalisme, de l'héroïsme, du patriotisme. Ce n'est pas pour rien que les supporters arborent le drapeau national et chantent l'hymne national à l'unisson, alors qu'ils ne réagissent pas de la plus petite façon à l'occupation de leur pays par une mafiocratie qui a mis le pays tout entier sous coupe réglée. L'une des méthodes les plus ignobles est de culpabiliser les gens, de leur faire admettre qu'ils sont les seuls responsables de la déchéance collective après les avoir soigneusement et quasi scientifiquement lobotomisés. Une méthode très efficace, puisqu'elle fait de la victime son propre accusateur. Cela permet de ne pas identifier le véritable auteur, qui est le régime.
le meilleur exemple de cet état d'esprit en Algérie, et que presque tous les Algériens passent leur temps à dire de leurs autres compatriotes « Hada sha'b hada », c'est un peuple saint. Aujourd'hui. El Watan, Kamel Eddine Fekar craint de subir le même sort que Tamalt par Farouk Djouhadi. El Watan, élection législative, Benfis dit non par Saïd Rabia. TSA, après Amnesty International, Human Rights Watch appelle à la libération de Hassan Bourras et à abroger certaines dispositions pénales par Ager Genanfa. Algérie, de Bourras à boycott, la résistance. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir donc pour en parler d'accueillir ici sur le plateau Mohamed Dabbouz, président de l'association Izmoulen pour les droits des Atmzab et membre du comité international pour la libération de Kamel Din Fkhar et des détenus Mzab. El-Hashmi Bahmadiya, Bahamida, membre du collectif CILFDM, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est le collectif international. C'est le même collectif. C'est le même, celui que je viens de dire, Comité international pour la libération de Fkhar et des détenus Mzab. Merci à tous les deux d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, au téléphone, nous aurons avec nous depuis Alger Atiqa Boutaleb, secrétaire national de Talaya al-Hurriyat, et Sofiane Jilali, président de Gil Jadid. Et par courtoisie, nous allons commencer par Atiqa Boutaleb. Merci d'être avec nous, Atiqa Boutaleb. Merci pour votre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc, la grande nouvelle qui est tombée hier, si je ne m'abuse, ou avant-hier, et que Talaya al-Hurriyat, le parti qui a rallié d'une certaine manière, ou qui s'est aggloméré parce qu'il y a plusieurs forces en son sein autour de Ali Benflis, vient de décider qu'il boycottera les prochaines élections législatives. C'est bien ça? Absolument. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Mais écoutez, donc cette décision a été mûrie depuis quelques mois déjà. Nous avons mené des consultations auprès des instances locales du parti qui se sont chargées de consulter la base. Et donc, nous avons abouti à une réunion du comité central et la question a été débattue. Évidemment, nous avons écouté durant toute la journée les différents avis pour la participation et contre la participation. Puis nous avons voté et le résultat est que 291 membres ont voté non à la participation, contre 16 pour et 3 abstentions. Ce que je peux vous en dire, c'est que l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas participer à ces élections, c'est qu'aujourd'hui, notre pays fait face à une crise que vous connaissez, donc une impasse politique, une crise économique, et pour nous, des élections en ce moment n'auront absolument aucun effet sur cette crise. Alors que la préoccupation majeure des Algériens aujourd'hui est de trouver des solutions à cette crise. Donc, pour nous, c'est une diversion et voilà, je pense qu'on a des choses plus importantes à régler que de participer à des élections qu'on sait aussi jouer d'avance, parce que une autre raison aussi, c'est
l'introduction cet été des deux lois organiques, dont une relative à cette haute instance indépendante de surveillance des élections, une instance indépendante, et je mets des guillemets sur indépendante parce que tous les membres ont été désignés par le pouvoir en place. Donc voilà, pour ces raisons-là, nous avons décidé de nous abstenir de participer à ces élections. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Alors, vous n'entendez plus? Là, je vous entends. Oui, oui, très bien. Il doit y avoir eu un problème. Dites-moi, la question que se posent la plupart des observateurs, je vais être très franc avec vous, je vais vous parler à cœur ouvert. La plupart des observateurs politiques ne comprennent pas très bien cette prise de décision. Elle leur semble quasiment révolutionnaire, hein, puisque généralement dans le disque dur de Ali Benflis et des gens qui l'entourent, qui gravitent autour de lui, la démarche a toujours été de marcher dans le paradigme du régime. Ça veut dire de ne pas s'en écarter, même s'il y a compétition à l'intérieur. Il ne s'est pas retiré lorsqu'il s'est présenté pour les présidentielles la première fois. Après, la deuxième fois, malgré le piège qui lui a été tendu, on l'a abandonné quasiment au milieu du gué. Il s'est quand même présenté sachant qu'il n'avait aucune chance. Pour venir ensuite dénoncer dans ce fameux livre blanc toute la fraude dans ses détails électoraux comme s'il ne s'y attendait pas. Mais là c'est comme s'il était sorti des chemins battus habituels et que lui et les gens qui sont avec lui ont décidé d'aller à contre-courant d'une histoire annoncée. Hein. Nous savons très bien comment ça va se passer, ces histoires de quotas, etc. Comment ça se fait? Comment cela a-t-il été possible? Et puis aussi, pas uniquement une histoire de quotas, il y a aussi une histoire de cohérence, puisque dès le départ, dès la constitution de ce parti, notre discours a été clair, c'est un parti d'opposition. Cela ne veut pas dire qu'on s'oppose à tout, non, mais on essaie de mettre en place un projet et on essaie d'initier un dialogue national en vue de trouver des solutions aux problèmes traversés par le pays. Et c'est notre préoccupation majeure. Donc maintenant, nous savons bien que ces élections sont verrouillées. Je vous le disais. Mais cela a toujours été le cas. Cela a toujours été le cas. Les élections ont toujours été verrouillées. Il n'y a rien de nouveau à l'Ouest, comme on dit. Il n'y a rien de nouveau en fait. Les élections ont toujours été truquées. Il y a toujours eu fraude, bourrage des urnes, désignation des élus à l'avance, avant même qu'il n'y ait élection. Il n'y a rien de nouveau. Mais qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, Ali Benflis et les gens qui sont autour de lui aient décidé d'aller à contre-courant de ce qui a été déjà prévu? Écoutez, je vais vous reprendre sur Gisnet, sur cette histoire de présidentielle. Bon, M. Ali Benflis s'est présenté en 2004, il s'est présenté en 2014. Il s'est présenté en candidat indépendant. La décision lui revenait. S'il devait y avoir de nouvelles présidentielles, la décision de présenter un candidat pour le parti, soit-il M. Ali Benflis ou un autre candidat, se passera de la même manière que que la démarche qu'on a suivie cette fois-ci pour les élections législatives. Donc, Ali Benflis, candidat indépendant, et aujourd'hui on a Ali Benflis, chef de parti. Les décisions se prennent en collégial, de manière démocratique, et sont soumises à un vote. Les raisons pour lesquelles Ali Benflis s'est présenté en 2004 sont claires. On sait bien que c'est suite à des divergences d'opinion sur des questions nationales qui l'ont opposé au président à l'époque. Il s'est présenté en 2004 pour essayer de changer des choses.
En 2009, il ne s'est pas présenté parce que il estimait que les élections allaient être frauduleuses. En 2014, je pense, d'ailleurs il a répondu à cette question hier, il s'est présenté en 2014 pensant que les choses avaient changé après tant d'années. Il est naïf à ce point, Ibn Flis. Vous allez nous faire croire que l'Ibn Flis, qui connaît ce régime de fond en comble, était naïf au point de penser que les élections allaient être transparentes et honnêtes? Personnellement, je l'ai pensé. Je vais vous poser quelques questions concrètes. Alors, d'abord, est-ce que vous allez vous contenter de ne pas aller à ces élections, de vous en retirer, de ne pas y participer, de ne pas participer à cette farce annoncée, ou alors allez-vous boycotter activement, d'aller sur le terrain du boycott, d'appeler le peuple algérien à ne pas voter et de mettre tout en place pour essayer de faire front à ces élections qui se profilent à l'horizon et qui sont déjà cousus main, si je peux dire? Écoutez, nous ne sommes pas contre le principe des élections, nous ne participons pas pour les raisons que je vous ai citées. Oui. Maintenant, comme je vous disais, la priorité n'est pas aux élections pour nous aujourd'hui, la priorité est au terrain, la priorité est de régler les problèmes que vit l'Algérie, essayer de trouver des solutions, essayer de pousser un dialogue national pour trouver ces solutions. Et vous n'allez pas boycotter? Vous n'allez pas boycotter activement? Écoutez, nous respectons le choix des autres partis de participer. Et puis, si les Algériens décident de voter, ben, ma foi, on est en démocratie. D'accord, mais dans ce cas, pourquoi avez-vous prononcé le mot boycott? Pourquoi n'avez-vous pas dit abstention tout court, puisqu'il n'y a pas de boycott? Pourquoi n'avez-vous pas opté pour l'abstention plutôt que pour le boycott? Boycott veut dire non seulement ne pas voter, mais tout faire pour attirer l'attention des électeurs de ne pas voter. Ah, on a parlé de non-participation. Vous avez dit non-participation et non pas boycott. Voilà. Très bien. Non, ça a été repris par les journaux après. Je pense que la subtilité... elle est de taille, en effet. Elle est de taille. Elle est de taille. Donc nous ne participons pas, mais nous respectons le choix des autres partis de participer et puis du peuple algérien de voter. Très bien, je vous remercie. Atiqa Abou Taleb, au plaisir de vous revoir bientôt, Inch'Allah. Et nous prenons Sofiane Jilali qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Sofiane Jilali. Bonsoir, c'est Jamaldin. Bonsoir. Alors, je voulais vous annoncer la bonne nouvelle pour vous dire, vous n'êtes plus seul, cher Sofiane Jilali. Votre formation vient d'être rejointe par un grand parti, Talay al-Hurriyat, qui vient d'opter aussi pour le boycott. Or, il semble que ce ne soit pas du boycott, mais de la non-participation. Adam al-Musharaka. Ça veut dire une abstention passive, en fait. Bon, je crois que les nuances sont toujours là, mais l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas cette participation. Est-ce qu'ensuite, ça va s'organiser d'une manière ou d'une autre? Mais l'essentiel est qu'il n'y a pas cette caution apportée par les partis politiques. Il est vrai qu'on commençait à se sentir un peu orphelin, je ne vous le cache pas. Mais le fait qu'il y ait d'autres partis politiques qui ont leur mot à dire sur la situation et qui nous confortent absolument dans notre choix que nous avions fait, il ne faut pas oublier, très très tôt, pratiquement dès juin, au moment où nous avions annoncé notre retrait de la CNTD. Mais vous pensez que cette non-participation de Talay al-Hurriyat rajouté à votre engagement de boycott actif pourrait changer la donne? Je ne sais pas si on peut changer la donne. Je crois qu'il faut être très raisonnable et rationnel. La situation est telle que le rapport de force est très déséquilibré. Et nous l'avions dit et assumé dès le départ. Nous assumons une position de principe. Nous défendons ce qui nous semble être juste
en mettant de côté ce qui peut être l'intérêt politique ou l'intérêt matériel. Je sais bien que beaucoup de gens qui s'impliquent dans la vie politique ont toujours une ambition, ils veulent palper, si j'ose dire, un peu la responsabilité, ne serait-ce que sous cet aspect, sans aller jusqu'à dire les gens sont intéressés par les avantages et les privilèges, etc. Et c'est toujours difficile de dire aux militants, non, il faut patienter, les règles du jeu sont biaisées, on ne doit pas rentrer dans une élection pour cautionner les entourloupettes, si vous permettez le mot, du régime. Alors là, c'est important. Nous témoignons d'un état de fait. Bien sûr, nous n'allons pas arrêter la machine, on ne peut pas le faire, ce n'est pas à nous de le faire, on n'a pas cette capacité ni ces moyens, on le dit humblement, en toute franchise, mais simplement ce sont des positions qui ont leur importance dans l'avenir. C'est autour de ces positions de principe qu'on peut créer, animer et développer des réactions et des positions politiques importantes. Mais Soufiane Djilali, oui. Aujourd'hui, donc il y a déjà ça commence à changer puisque sur la scène politique, il y a ceux qui participent, quasiment presque tous les partis qui sont dedans. Il y a ceux qui boycottent, c'est-à-dire vous pour le moment. C'est comme cette histoire de ce monsieur qui était encerclé et qui a dit attention, mon copain et moi, on est nombreux. Et maintenant, il y a ceux qui, sans boycotter, ne participent pas. Ça veut dire que ça commence à se dessiner. Et l'underground, si je peux dire, c'est la population, c'est l'électeur, c'est le grand corps électoral qui ne participe pas à au moins 80%. Donc, ça laisse supposer qu'il peut se passer des choses d'ici là. Oui, tout peut être possible, d'autant plus que le climat politique et économique est très délétère. Il y a un marasme, il y a des mouvements de fond qui sont en train de s'opérer. Nous avions tous vu ce qui s'était passé à Bdjaya le 2 janvier, mais auparavant, le 13 décembre, il y a eu aussi des mouvements à Tizi Ouzou. Il y en a eu à Bouira, il y en a eu dans d'autres wilayas, y compris vers l'ouest, à Tiaret, un peu au centre. Tout ça n'augure rien de très bon pour le gouvernement et ce n'est pas les fanfaronnades de M. Sellel qui vont éteindre les feux. Il est sûr que la grande majorité de la population n'ira pas au vote et lorsqu'on dit qu'Adil Jadid boycotte l'élection, nous sommes fiers d'agir en conséquence et en harmonie avec notre peuple. Nous accompagnons le désir de notre peuple. Et les Algériens aujourd'hui disent nous sommes fatigués de ces jeux malsains. Ils ne veulent pas, et ils ont raison, d'une subversion. Ils ne veulent pas détruire les biens publics parce que ce soit le bus ou un magasin ou un bien public détruit, c'est eux-mêmes qui perdent dans l'affaire. Donc les Algériens veulent préserver leurs biens, mais en même temps, ils veulent dire non à ce qui se passe sur le plan politique qui est complètement déraisonnable. Voilà un pays qui n'a plus de président et tous les membres du gouvernement nous chantent le Sakhametou qui n'est plus qu'une forme de fantôme qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui ne parle pas, qui ne fait rien, et on veut faire croire aux Algériens qu'ils dirigent le pays. En attendant aux Algériens... Oui, poursuivez, je vous en prie. Voilà, donc ça doit s'arrêter. Alors les Algériens ne veulent pas aller vers la casse, et ils ont raison, mais ils vont s'exprimer d'une autre façon pour mettre fin à cette mascarade, parce qu'il faut bien que ça finisse un jour. Alors, Soufiane Djilali, justement, nous arrivons au deuxième volet de l'émission, qui est donc le cas des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion, dont les plus visibles aujourd'hui sont Hassan Bourras et Kamal Din Fkhar et ses amis Mzab qui pourrissent dans les geôles du régime, qui, malgré les grèves de la faim, malgré tout ce qu'ils peuvent entreprendre, malgré tout ce qu'a pu entreprendre la société civile, continuent donc de croupir dans des geôles infâmes. Aujourd'hui, normalement, se tient le procès de Hassan Bourras
Nous ne savons pas encore quel a été le verdict, si tant est qu'il a été rendu. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire donc sur cette question? Sofiane Gilali, nous l'avons perdu. Alors, Mohamed Dabbous, donc, nous allons parler donc de Hassan Bourras qui a été mis en prison en violation de tous les principes d'abord et de toutes les dispositions légales et réglementaires. Ça veut dire en violation de la loi. Il a été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'on lui reproche d'avoir travaillé pour El Magharibiya. On lui reproche d'avoir écrit et dit des choses, de s'être engagé pour des choses. Il y a aussi le cas de Kamal Din Khar et de ses amis, de ses compagnons qui sont en prison. On ne dira jamais assez que certains sont morts des suites d'une grève de la faim, que dans le silence le plus abyssal, dans l'indifférence la plus totale. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette question? Bon, d'abord, je commence par remercier la chaîne Magharibiya pour l'invitation et M. Jamaldine. Merci pour l'invitation. Et à l'occasion de Yenayer de 1967, merci de l'avoir rappelé. Je souhaite Asgouassam Gaz à tous les Mzab, notamment les détenus, ceux qui sont en prison, et à tous les Amazirs, et à tous les Amazirs du monde, voilà. Et à tous les Algériens aussi. À tous les Maghrébins aussi. Bien sûr. Bon, Yenayer était fêté, y compris par les populations non berbères. Bien sûr. Moi, je me rappelle, moi, je suis de Batna, on ne connaissait pas Yenayer, pour vous dire la vérité. Et un jour, j'étais à Bel Abbas en 1979, je trouve une fête dans les rues, des gens qui faisaient la fête. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ils m'ont dit Yenayer, comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est Yenayer? Ils nous disent, c'est une fête que nous fêtons depuis des millénaires. C'est dans nos traditions. Et ça m'a très étonné. Donc, je vous recommande de le souhaiter pour tous les Algériens. Moi, les Tunisiens aussi. Je reformule. Je souhaite Sougassam Gaz à tous ceux qui fêtent Yenayer. Voilà. Très bien. Qu'ils se considèrent amazirophones ou pas. Oui. Enfin, ça, c'est leur. C'est à eux de se définir. Ou même qui aiment les Amazirs et qui les reconnaissent en tant que compatriotes, même si eux ne sont pas je souhaite Sougassam Gaz à tout le monde, d'ailleurs à toute l'humanité. Voilà. Absolument. Voilà. C'est très bien. Et bien sûr, une pensée aux détenus Mzab, Kabyles, Rifin. Parce qu'il n'y a pas que les détenus, c'est-à-dire, il n'y a pas que, ça ne se passe pas qu'en Algérie, il y a des Rifins qui sont en prison. Enfin, à tous les détenus, injustement détenus, de par le monde. Voilà, donc une pensée à tout cela. Maintenant, pour votre question concernant Hassan Bourras et ses amis. Hassan Bourras, Kamal Din Khar et plus de 160 détenus mozabites, ils sont victimes. 160 Plus de 160, oui. Au moins. Moi, je considère tous les plus de 160 détenus mozabites, c'est des détenus politiques, dans le sens où la décision a été prise, c'est une décision politique, c'est-à-dire pour leur détention. Mais en fait, suite à une décision politique. Pour ne pas être injuste, il y a aussi beaucoup de détenus Chamba, ou des gens qui sont de cette mouvance. Oui. Il y a aussi beaucoup de prisonniers. Oui, je n'ai pas le nombre, je ne sais pas combien. Mais ils existent. Ils existent, d'accord. Oui. Nous, notre association Izmoul pour les droits des Mzab, c'est-à-dire on parle des détenus Mzab parce que on parle, entre autres, de tous les droits de la communauté, de la société mozabite qui sont bafoués depuis 62 à ce jour. Je vais vous poser une question. Le rite ibadite, est-ce qu'il est reconnu officiellement par l'État algérien? Qu'est-ce que ça veut dire reconnu officiellement? L'État algérien reconnaît le rite sunnite. Il reconnaît même le rite hanbalite, il reconnaît tous les rites. Oui. Mais à ma connaissance, il ne reconnaît pas le rite ibadite qui est antérieur dans ce pays au rite sunnite, au rite malikite, pardon. Mais je ne sais pas, je vous pose la question pour me confirmer. Moi, je crois le savoir. À ma connaissance, il n'y a aucun texte qui fait référence au rite ibadite. C'est comme s'il n'existait pas. Et donc, voilà, c'est comme s'il n'existe pas. Ça, on sait qu'il est là. La non-reconnaissance par l'indifférence. C'est comme le statut de Tamazirt avant soi-disant, la réforme, quand on a parlé pour la première fois,
de Tamazirt langue nationale. Oui. Avant, Tamazirt officiellement n'existait pas. Oui. Voilà, Oui. le rite Mais même aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle existe juste sur. Bon, je veux dire, même dans les Ouais. textes officiels, elle n'existait pas avant. Oui, oui. Donc le rite ibadite, à ce jour, il n'est pas reconnu officiellement. Alors, Voilà. venons-en donc aux détenus. Donc le cas Leur de Hassan situation, Bourras, oui. le cas de Mohamed Talmat, de Kamaldin Fakhar, de Kirouchi Nourdin, de Hajjaj Nsardin, de Très Khbiti, nombreux. On ne connaît pas les Je noms suis- des gens, mais ils sont très de nombreux, Nourdin Khbiti. qui ont été inculpés Tout et cela- détenus pour des motifs Ouais. de droit commun, mais qui sont des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques. Politique. Tous ces cas ils sont victimes du système algérien qui instrumentalise la justice pour régler des comptes. Voilà. Voilà. C'est des victimes. D'ailleurs, les dossiers de tous les détenus, bon, je suis en connaissance beaucoup plus des dossiers des détenus Mzab que des autres, mais je pense que c'est la même chose. Enfin, les autres, je veux dire Mohamed Talmat et Hassan Bourras, tous les dossiers sont complètement vides. Si on veut faire une lecture juridique, ça veut dire est-ce qu'il y a des délits commis, est-ce qu'il y a des preuves, est-ce qu'il y a... Il n'y a rien à part les déclarations politiques de ces détenus. Et on essaie de fabriquer Et quand des ils font dossiers. le cas des Mzab qui sont morts des suites de grève de la faim ou qui sont morts de maladies dans la prison. Ils sont morts pas suite à la grève de la faim. Il y a trois Mzab, 3 détenus qui sont morts suite à la torture et à la maltraitance. À l'intérieur de la prison. À l'intérieur de la prison et pendant leur arrestation. Donc ils ont été maltraités, ils ont été bousculés, ils ont été frappés par les policiers qui les ont arrêtés et maltraités dans la prison jusqu'à ce que mort s'ensuit. Je vous donne les noms. Oui, oui, oui. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, peut-être qu'ils ont le nombre mais pas le nom. Alors, il y a Baouchi Affari, qui était pendant sa mort, il était maire de Bériane, c'est-à-dire pendant son mandat. Il est mort le 19 juillet 2015. Il a été arrêté alors qu'il était maire de Bériane. Oui, il était maire de Bériane, il a été arrêté. Ben Cheikh Issa, mort le 10 septembre 2015. Gueddouh Saleh, mort le 10 août 2016. À ces 3 détenus mozabites morts en prison, s'ajoute un autre détenu, un certain Saoudi, mort en 1991 dans la prison de Tagardeit, suite à la torture, dans les mêmes conditions dans lesquelles se trouvent les détenus actuels. On n'en parle pas parce que ça remonte à 25 ans. Mais c'était suite aux événements de 1990 qui ont eu lieu à Bériane, si vous vous rappelez, je ne sais pas. Eh ben, c'est un jeune qui a été torturé en prison, maltraité, il a été mort, tombé aux oubliettes. Donc, au final, on a 4 morts dans les prisons algériennes. S'ajoute à ces 4 morts le cas de Mohamed Talmat, que tout le monde connaît, et qui a été mort, qui est mort, lui, suite à sa grève de la faim. Voilà. Avant d'aller vers El Hachmi, rappelez-moi votre nom. C'est Bahamed El Hachmi. Bahamed El Hachmi. Soufiane Djilali, pour 1 minute, si vous voulez dire quelque chose sur ce sujet, notamment de Hassan Bourras, Kamaldin Fakhar et les autres co-détenus. Absolument. Ce sont pour moi des détenus d'opinion et donc des détenus politiques. Il n'y a aucune raison, ni légale, ni politique, pour qu'ils restent en prison. Or, ils sont soumis actuellement, ils ont fait le choix ou opté pour une grève de la faim qui les met en danger. Cela fait plusieurs jours que les uns et les autres sont dans cette situation. C'est un déni de droit et une violence totalement inacceptable et qui restera comme une tâche sur ce régime. Juste un mot pour ce que vous disiez avant, je vous ai pris un peu en retard. En Algérie, la Constitution, l'article 2 dit que l'islam est religion. Il n'y a pas de détails sur le rite ou l'école Melikite, par exemple, et donc il n'y a pas d'explicitation sur le rite ibadite, mais je pense en toute sincérité qu'il pratique l'ibadisme en toute liberté. Merci beaucoup, Soufiane Djilali. Je reviens donc à El Hachmi. Alors, votre avis sur la question des détenus politiques ou des détenus d'opinion Mzab? Bon, tout d'abord, bonsoir M. Jamal, Bonsoir. bonsoir chers téléspectateurs.
أسيني غي يتما يستما نظام ما يتلاني قاع فوت نتمورت أزل غفون. Bon, je reviens plutôt à votre question. Oui, maintenant, surtout au Mzab, comment dire, il y a un abus de pouvoir, il y a une pression là-bas, il y a des arrestations jusqu'à maintenant, et une campagne d'arrestation contre les Mozabites. Comment dire, même on a utilisé, plutôt, ils ont instrumentalisé même la justice. Si vous voyez ce qu'il dit l'avocat du détenu Mozabit, ou bien surtout c'est le maître Salah Debouze, vous voyez qui lui-même sous contrôle judiciaire. Voilà. Lui-même a été quasiment attaqué par le wali de Gherdaya, qui lui a reproché d'être venu El Magharibi à faire des déclarations. Et il a été mis, donc je ne vous recommande pas de rentrer au pays ces jours-ci, parce qu'ils en veulent El Magharibi à tous ceux qui y viennent. Oui. Donc, mais si vous voulez vous exprimer en tamazirt, faites-le. D'accord, ok, j'essaie de parler. Bon, tout d'abord, نيغ عيلة تصارن أغلان فوالا أي تصارن مش قارن أغلان إلى تصارن كونتر كمال الدين فخار نور الدين كروشي نصر الدين حجاج كاع المحابس يطاطفنا مني ظلما وعدوانا يا aucun comment dire accusation fondue. Il n'y a aucune accusation fondée, c'est juste parce que, par exemple, il dénonce ce qui se passe lors des événements le pouvoir lui-même qui a déclenché ces émeutes-là. Ils ont, comment dire, ils ont dénoncé ça. Alors dernièrement, on voit les mêmes accusations, ou plutôt les dénonciations. M. Saadani déclare que voilà, le pouvoir algérien, c'est lui derrière ce qui se passe là-bas. Absolument, qu'il y a un complot. Oui, effectivement. Il a un membre du régime qui a déclaré que c'est le DRS qui a activé le complot à Gherdaya et que c'est donc tout ce qui s'est passé a été programmé par le DRS. Oui. Aujourd'hui, M. Kamal Din Fakhar, plutôt Dr Kamal Din Fakhar, il est à son 8e jour de la grève de la faim. Il conteste. Et il a fait plusieurs grèves de la faim. Oui, c'est son 5e. Il conteste toujours les conditions de détention. Conditions de détention et même il a demandé du procureur d'interpeller M. Saadani et Général Toufiq et Ouihia qui ont exprimé ou bien qui ont fait des déclarations. Voilà, qui ont fait des déclarations concernant ce qui se passe au Mzab. Ils ont, par exemple, Ouihia, il a dit qu'il connaît des gens, comment dire, reçoit 50 000 dinars par jour pour faire le trouble à Gherdaya. Oui, ils ont répandu sur lui des calomnies sans fin. Oui. Je sais. Moi, j'étais très proche de lui. Je correspondais avec lui et je suivais très près, avant même d'être El Magharibi. Je sais tout ce qu'il lui reproche et les calomnies qu'il et Saadani, il accuse directement le général Toufiq. C'est clair là. Mais là, la justice ne s'est pas autosaisie. Oui. Le général Toufiq n'a pas été inquiété. Voilà, il n'est pas même pas. Il y a une demande de Fakhar pour convoquer Ouihia, Saadani et le général Toufiq. Avant de vous laisser poursuivre, je vais vous laisser parler librement. D'accord. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit si... Vous voyez, nous, on est très sincères. Hein. Vous m'avez dit, est-ce que je peux parler librement, pas dire tout ce que je pense? Je vous ai dit oui. Oui. C'est la règle dans cette chaîne. D'accord. Il n'y a pas de bride. Et c'est du direct, c'est du vrai direct. Donc avant de vous laisser parler, j'aimerais rappeler. Oui. Parce que je crois que tous les Algériens devraient aller dans le sens de l'union et de l'unité pour ce qui concerne toutes les victimes. Il ne faut pas les laisser nous séparer, nous dresser les uns contre les autres. Je voudrais rappeler
que dans les geôles du régime, en plus des prisonniers d'opinion et de prisonniers politiques identitaires, entre autres, il y a aussi plus de 150 prisonniers politiques et d'opinion des années 90, de la décennie rouge ou de la décennie noire, comme on voudra, qui ont été accusés de terrorisme, dans un terrorisme qui a été organisé par les services, comme l'a dit d'ailleurs Saadani très très justement. Et donc ce sont des gens qui croupissent dans les geôles du régime, qui ont été accusés de façon infâme, dont des dossiers ont été montés, qui sont en train de payer aujourd'hui très lourdement. Certains ont perdu leurs parents, qui n'ont plus revu. D'autres sont devenus vieux, ils sont malades. D'autres sont morts en prison sans qu'on en sache rien de leurs conditions de détention. Et nous projetons bientôt, Inch'Allah, de faire une émission sur ce sujet pour permettre à tout le monde de s'exprimer et pour briser la chape de plomb qui pèse donc sur ces graves questions. Maintenant, à vous, cher Mohamed Dabbous, dites ce que vous avez à dire. Bon, ce que j'ai à dire, d'abord, j'ai exprimé tout à l'heure, peut-être ce n'était pas vraiment clair, notre soutien à tous les détenus d'une façon injuste de par le monde. Bien sûr, on commence par les Algériens, on commence par les Amazirs, on commence par... C'est tout à fait normal. Et on commence par les siens. Je suis Mozabite, j'ai des amis en prison. J'ai des gens de ma famille qui sont en prison. Moi-même, quand j'étais en Algérie, j'étais menacé de prison. C'est tout à fait normal. Vous êtes le frère de Salah Dabbous. De Maître Salah Dabbous, oui. Comme quoi votre famille est une famille de militants. Alors, ce qui semble. Voilà, donc j'étais menacé. Il est tout à fait normal et naturel qu'on commence par les siens, par son entourage. Et puis, mais du point de vue solidarité, il est clair qu'on est solidaire à toutes les victimes de par le monde. Et bien sûr, on commence par... C'est tout à fait normal. Je suis solidaire avec Hassan Bourras, avec Mohamed Talmat. Solidaire, bon, il est mort, Allah yarhamou, avec Slimane Bouhafs, qui est incarcéré parce que parce qu'il est kabyle d'abord, parce que l'Algérie elle est officiellement, pardon, elle est arabe, et puis il est chrétien parce que l'Algérie elle est musulmane, donc lui c'est l'antithèse de l'Algérien que le pouvoir veut, voilà. Donc on est solidaire avec tous les prisonniers, toutes les victimes, même s'ils ne sont pas en prison, voilà. Donc, je reviens, si vous voulez... Vous avez moins d'une minute, parce que nous avons une petite vidéo à passer. D'accord. Je reviens juste sur le cas de Frare. Oui. Alors, Frare, il est à sa 5e grève de la faim. Pourquoi il a fait toutes ces grèves de la faim? Parce que, tout simplement, il a des revendications, il a des contestations. Il a fait toutes ces grèves de la faim parce que il conteste le fait que sa demande de convoquer Ouihia, Saïdani et Toufiq qui ont fait des déclarations publiques. À partir de leurs déclarations, on peut situer exactement les responsables des événements qui ont duré pendant 20 mois et la justice ne fait rien. D'ailleurs, ça ne nous étonne pas. C'est-à-dire, ils contestent sans être étonnés. Du moment où une justice qui ne fait rien, du moment où on est dans un pays où un avocat est président des droits de l'homme, n'a pas réussi à déposer une plainte. On vous rallonge 2 minutes. C'est vraiment intéressant, on vous rallonge 2 minutes. Oui. N'a pas réussi à déposer plainte contre Nahar qui l'a diffamé. Oui. Quand c'est le président d'une ligue de la défense des droits de l'homme qui ne réussit pas à déposer plainte, et puis après, on le met sous contrôle judiciaire, alors le simple citoyen, Mskin, qu'est-ce qu'il peut faire? Exact. Donc il conteste le fait que ces trois-là n'ont pas été convoqués. En contestant ça, il a été isolé. Donc dans une cellule seule, il conteste les conditions de détention des détenus Mzab. Il conteste bien sûr la maltraitance et la non-prise en charge médicale. Il y a beaucoup de malades dans les prisons. De Tagardeit et Imni'a, d'ailleurs il y a eu déjà 3 morts. Donc il conteste tout ça. Il revendique bien sûr la libération de tous les détenus Mzab. Et voilà. Donc, nous allons faire une autre émission. D'accord. Je vous promets. Il y aura une autre émission sur ça. On reviendra. Il n'y a plus de temps.
Nous reviendrons sur ça, nous allons en parler encore et encore jusqu'à ce que justice soit rendue à ces gens. D'accord. Bon, aujourd'hui, on a été contacté un peu en retard. Donc oui, je sais, mais on aurait aimé être contacté mais un peu en avance. On va refaire une autre émission pour parler de ces problèmes. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous montrer un enregistrement d'une ministre de la République, hein, appelons-la comme ça, de la République. Donc, pour vous montrer à quel point ce régime a peur. Et pour vous montrer qu'il ne recule devant rien, non pas seulement devant les pires méthodes, mais même pas devant la menace primaire, la menace méchante, la menace, j'allais dire, de bas quartier. Je vais vous laisser regarder. جريمة عبر الانترنت يعاقب عليها بشدة وباسم القانون. كل المحتوى اللي فيه العنف، اللي فيه الإرهاب، اللي فيه الدعوة للتكسير، كل هذا يعاقب عليه القانون. ونحيي كذلك مصالح الأمن سواء الشرطة أو الجمارك أو الدرك عفوا أو كل مصالح الأمن اللي هي من ناحية تكنولوجية متطورة جدا وتقدر توصل لأي شخص يقوم بوضع محتوى فيه قذف، فيه تجريح، فيه جريمة، فيه إرهاب، فيه دعوة للتكسير عبر الانترنت يوصلوا له. وكاين اعمال كبيره جدا فقط انه مصالح الامن ما تصرحش عليها لانها ملتزمه بسر المهنه. Alors non seulement la dame menace de poursuivre de façon très dure quiconque dans les réseaux sociaux s'exprime. Bon, elle dit terrorisme, atteinte aux personnes et tout, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Voilà. Mais sinon, elle dit, et je vous avertis, les services de sécurité ont les moyens d'aller un peu partout savoir ceci, cela. C'est vraiment carrément atroce. Juste, un dernier mot, oui, très vite. Effectivement. Je réponds à cette ministre. Il y a des centaines de vidéos qui montrent des policiers à côté des criminels qui s'attaquent aux Mozambique. Voilà, qu'est-ce qu'ils font avec. On a vu les policiers prendre des pierres et des cocktails Molotov, les jeter contre des cimetières, contre des voilà, madame la ministre, il y a un citoyen qui vient de vous interpeller. Merci à Mohamed Dabouz, merci à Al-Hashmi. Bahamida, merci. Aqil Abou Talib, merci à Soufiane Jilali, merci à vous, chers amis, de nous avoir prêté une oreille attentive. Et merci pour votre